Je m'appelle Avery Collins. J'ai 29 ans. Et au moment où ma mère a levé son verre de vin ce Thanksgiving, j'ai su qu'elle n'allait pas réciter la grâce. Elle allait faire de moi le divertissement. À mon plus grand regret, dit-elle, souriant comme si elle faisait quelque chose d'intelligent au lieu de cruel. Ma fille de 29 ans, qui ne peut toujours pas payer son loyer. La table a explosé. Les couverts ont cliqueté. Les gens ont ri trop vite, et quelqu'un a même commencé à applaudir avant qu'elle ne s'asseye. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise et a ajouté, « Nous aurions dû nous arrêter à 2 enfants. » Plus de rire. Puis une voix masculine, venant de plus loin à table, a transpercé le bruit assez fort pour que j'entende chaque mot. Heureux que nos enfants ne tournent pas comme elle. Cela a provoqué le rire le plus hideux de la soirée. Un oncle à qui je n'avais pas parlé depuis des mois a secoué la tête et a ricané. Tu étais un bébé tellement prometteur. Que s'est-il passé? Je me souviens d'avoir fixé mon assiette parce que je savais que si je levais les yeux trop tôt, ils verraient exactement à quel point cela faisait mal. Et je refusais de leur donner ça. J'ai pris une autre bouchée, posé ma fourchette, saisi mon manteau sur le dossier de la chaise, et enfin j'ai regardé autour de la pièce. Chaque visage portait la même expression que les gens ont quand ils pensent que l'humiliation est inoffensive parce qu'elle ne leur arrive pas. Ma voix est sortie plus calme que je ne me sentais. Pour Noël, dis-je, vous me supplierez tous de votre pardon. Cela les a fait rire encore plus fort. Ils pensaient que je bluffais. Ils pensaient que j'étais dramatique. Ils pensaient que je ferais ce que je faisais toujours, me taire, revenir, et accepter ma place de bouc émissaire de la famille. Ils avaient tort. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que je sois sorti de cette maison et pourquoi mon téléphone affichait 86 appels manqués un mois plus tard, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis honnêtement curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je n'ai pas pleuré dans l'allée. Je n'ai pas attendu de rentrer chez moi non plus. J'ai presque fini d'enlever mes bottes dans mon minuscule studio avant que cela ne me frappe, l'humiliation, la colère, l'épuisement familier d'être blessé par des gens qui jureraient qu'ils m'aimaient 5 minutes plus tard. Le pire n'était même pas ce qu'ils disaient. C'était à quel point c'était facile pour eux. À quel point c'était exercé. Comme si j'avais joué ce rôle pendant tant d'années que personne ne le remarquait plus. Quand la blague a tourné à la cruauté, mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie enlevé mon manteau. D'abord ma mère, puis mon père, puis ma sœur, puis mon jeune frère, qui n'avait pas dit un mot au dîner, mais qui voulait soudain jouer le rôle du pacificateur à distance. J'ai posé le téléphone face contre terre et l'ai laissé vibrer jusqu'à l'épuisement sur le comptoir. Le lendemain matin, il y avait des messages vocaux. Celui de ma mère est arrivé en premier, mielleux et offensé à la fois, « Avery, ne sois pas ridicule. » C'était une blague. Tout le monde plaisantait. Celui de mon père était en quelque sorte pire, « Tu sais comment est ta mère. » N'en fais pas un grand drame familial. Le message de ma sœur sonnait irrité, « Pas désolé, sérieusement, tu as claqué la porte pour ça? Tu as embarrassé maman. » J'ai écouté celui-ci 2 fois parce que j'avais besoin du rappel. Parce qu'une petite partie de moi, la partie qu'ils avaient entraînée toute ma vie, voulait encore se demander si peut-être je n'étais pas vraiment en train de réagir de manière excessive. Puis mon oncle a envoyé un SMS, « Pouvons-nous tous nous calmer ?» C'était Thanksgiving, pas un enterrement. Cette phrase m'a presque fait rire. Calmez-vous. Comme si la cruauté devenait inoffensive lorsqu'elle était servie avec de la dinde et de la tarte. J'ai passé ce vendredi au travail dans le sous-sol des archives de la ville, portant des gants en nitrile et réparant le bord déchiré d'un registre de propriété vieux de 100 ans pendant que mon téléphone continuait de s'illuminer à côté d'un déshumidificateur. Mon travail n'avait jamais l'air impressionnant quand je le décrivais lors d'événements familiaux. Je restaurais des documents publics fragiles, numérisais des documents manuscrits, stabilisais des cartes endommagées par l'humidité et documentais les fichiers de chaîne de possession pour les collections historiques. Pour ma famille, cela se traduisait par « tu joues avec du vieux papier pour un salaire bas ». Ils n'ont jamais compris que j'aimais ce travail parce que les choses endommagées avaient un sens pour moi. Les documents pouvaient être nettoyés, aplatis, renforcés, préservés. Leur histoire pouvait être honorée sans prétendre que les dommages n'étaient jamais survenus. Les gens étaient plus difficiles, surtout la famille. Le samedi après-midi, les messages ont changé de ton. Personne ne s'excusait auprès de moi. Ils commençaient à se disputer entre eux.
Mon frère a envoyé un SMS, maman blâme Nicole d'avoir ri. Ma sœur a envoyé un SMS, papa dit que Daniel est allé trop loin et a fait en sorte que ça paraisse mal. Ma mère a envoyé un SMS, tu sais. Ton oncle gâche toujours tout. Leur unité a duré moins de 24 heures une fois que la cible a cessé d'apparaître. Ce fut la première conséquence de mon silence. Sans moi assise là pour l'absorber, toute cette méchanceté n'avait nulle part où aller sinon de côté. Le dimanche soir, mon père a laissé un message vocal qui a commencé par « Ma chérie » et s'est terminé par « S'il te plaît, rappelle-moi ». Celui-là m'a presque brisé. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je savais exactement ce que ce ton plus doux signifiait. Cela ne voulait pas dire qu'il avait compris. Cela voulait dire qu'il était mal à l'aise. Ma douleur était finalement devenue suffisamment gênante pour compter. Une question me tournait dans l'esprit alors que j'étais assise seule à ma petite table de cuisine, réchauffant de la soupe et ignorant le voyant clignotant de mon téléphone. Pourquoi est-ce que les personnes qui vous blessent le plus sont toujours choquées quand vous cessez de les aider à se sentir bien dans leur peau? Ils me voulaient blesser mais poli, humilier mais toujours joignable, blesser mais disponible. J'en avais fini avec cette version de moi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué la discussion de groupe familial. J'ai désactivé les confirmations de lecture. J'ai dit à mon travail que je prendrais des heures supplémentaires tout le mois de décembre. Et cette nuit-là, dans le calme de mon appartement, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire tout ce que je n'avais jamais dit à voix haute. La première chose que j'ai écrite n'était pas de la colère. Cela m'a surprise. Je pensais que la rage se déverserait, mais ce qui est apparu à la place, c'était de la clarté. J'ai écrit sur ce que l'on ressent quand on devient la référence familiale de l'échec. J'ai écrit sur les dîners de fête où chaque question est en réalité une comparaison. J'ai écrit sur la façon dont certaines familles n'ont pas besoin de crier pour faire sentir un enfant petit. Elles le font avec des blagues, des regards, des surnoms, et ce petit sourire déçu destiné à vous rappeler que vous avez failli devenir quelqu'un dont elles auraient pu se vanter. Je n'ai pas utilisé de nom. Je n'ai pas mentionné Thanksgiving. Je l'ai intitulé « Quand votre famille a besoin que vous restiez petit, pour que son histoire fonctionne toujours ». Puis je l'ai posté sur un petit site d'essai personnel que j'avais trop peur d'utiliser sous mon propre nom. Je m'attendais à une douzaine de vues, peut-être 20. Au lieu de cela, le lundi soir, il avait été partagé des centaines de fois. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ont laissé des commentaires qui ressemblaient à de minuscules bouées de sauvetage. Une femme a écrit « Je pensais être la seule dont la famille avait transformé l'humiliation en tradition ». Une autre a dit « C'était comme lire mon propre journal intime ». Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas folle. Je ne me sentais pas trop sensible. Je me sentais vue. Cela comptait plus que je ne peux l'expliquer. Au travail, je me suis lancé dans un projet de certification vers lequel ma superviseure m'avait poussé pendant des mois. La ville augmentait le financement pour la préservation et l'accès au dossier, et il y aurait une ouverture en janvier pour un poste de technicien principal avec un meilleur salaire, des avantages sociaux et une reconnaissance réelle. J'avais hésité auparavant parce que la voix dans ma tête ressemblait encore trop à ma mère, ne vise pas trop haut. Ne t'embarrasse pas. Mais après Thanksgiving, quelque chose en moi s'était transformé en une ferme résolution. J'ai cessé de me demander si j'étais prête et j'ai commencé à agir comme si j'avais ma place dans la pièce. Ma meilleure amie, Claire Bennett, a remarqué le changement avant que je ne dise quoi que ce soit. Claire était coordinatrice de sensibilisation pour une bibliothèque publique, le genre de personne qui pouvait faire en sorte qu'une chaise pliante et un mauvais café procurent un sentiment de sécurité. Elle s'est présentée à mon appartement le deuxième dimanche de décembre avec un sac en papier rempli de plats à emporter, et un seul regard sur mon visage lui a tout dit. Ils l'ont encore fait, a-t-elle dit. Pas une question, un diagnostic. Je lui ai tout raconté. Le toast, les rires, la façon dont même mon silence avait été traité comme une crise de colère. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a posé la question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée. Que veux-tu qu'il se passe maintenant? Pas ce qui devrait se passer. Pas ce qui maintiendrait la paix. Que voulais-je? Je ne savais pas au début. Puis j'ai admis quelque chose que je m'étais à peine autorisé à penser, je veux une seule fête dans ma vie où je n'aurai pas à auditionner pour un respect de base. Claire a hoché la tête comme si c'était la phrase la plus raisonnable du monde. Alors construisant une. Alors je l'ai fait.
J'ai pris plus de quart. J'ai rencontré ma superviseure à propos de l'ouverture de janvier. J'ai mis à jour mon CV. J'ai continué à écrire. Et un mercredi après-midi gris, alors que j'humidifiais une boîte de cartes de zonage fragile, j'ai reçu un appel d'une avocate nommée Elizabeth Warren. Pas cette Elizabeth Warren, a-t-elle plaisanté immédiatement, probablement parce qu'elle avait dû faire cette distinction toute sa carrière. Elle représentait la succession de mon grand-père, Walter Collins. Mon grand-père était décédé au début du printemps. Alors que le reste de la famille assistait aux funérailles et se disputait pour savoir qui aurait sa montre, j'avais passé les week-ends l'année précédente à l'aider à trier des décennies de documents commerciaux de l'ancien bâtiment de la quincaillerie Collins qu'il possédait au centre-ville. Il disait souvent, j'avais de la patience pour l'histoire. Ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais la seule à écouter sans consulter mon téléphone. Je pensais que l'appel concernait un document oublié, peut-être un registre d'inventaire manquant ou une copie d'acte. Ce n'était pas le cas. Il y a une réunion d'administration de fiducie prévue pour la semaine prochaine, m'a-t-elle dit. Il y a des éléments que votre grand-père m'a spécifiquement demandé de discuter avec vous en personne. Avec moi, pas la famille, moi. Je me souviens d'être resté là dans le laboratoire des archives. Une main gantée tenant toujours une brosse douce au-dessus d'une carte centenaire, pensant à toutes les fois où mon grand-père avait dit, les gens vous montrent ce qu'ils pensent que vous valez quand personne ne compte les points. À l'époque, je pensais qu'il parlait de patience. De bonne manière ou d'éthique de travail. Je n'avais pas réalisé qu'il me mettait en garde. Cette nuit-là, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit une seule ligne au bas de mon nouveau brouillon d'essai, si les personnes les plus proches de vous ne vous valorisent que lorsque vous restez fragile. Alors la guérison leur ressemblera à une trahison. Je n'ai pas encore posté celui-là. Je l'ai sauvegardé. Quelque chose me disait que j'en aurais bientôt besoin. La réunion de fiducie a eu lieu dans un bureau d'avocat tranquille au centre-ville, avec de la verdure artificielle dans la salle d'attente et un bol de menthe que personne n'a touché. J'ai failli ne pas y aller. Non pas parce que je n'étais pas curieuse, mais parce que je savais que si ma famille était là, elle trouverait un moyen de me faire regretter d'être venue. J'avais raison pour la deuxième partie. Ma mère a semblé vraiment surprise quand je suis entré dans la salle de conférence. Pas contente. Surprise. La mâchoire de mon père s'est serrée. Ma sœur Nicole n'a pas voulu me regarder dans les yeux, et son mari Daniel a eu ce demi-sourire familier que les gens arborent quand ils pensent qu'ils sont toujours au-dessus de vous, même assis dans un bureau d'avocat. Mon oncle Glenn a même marmonné, eh bien, elle est venue comme si j'avais craché quelque chose au lieu d'être nommé dans la vie officielle. L'avocate Warren n'a pas perdu de temps. La succession de mon grand-père avait déjà distribué la plupart des effets personnels des mois auparavant, mais un actif majeur demeurait, l'ancien bâtiment de la quincaillerie Collins au centre-ville, maintenant loué à 3 petites entreprises. Plus un compte de réserve qui y était attaché et plusieurs boîtes de documents commerciaux ayant une valeur historique. Le bâtiment, expliqua-t-elle, avait été placé dans une fiducie avant sa mort. Le fiduciaire n'était pas mon père. Ce n'était pas mon oncle. Ce n'était pas la famille collectivement. C'était moi. Personne n'a même essayé de cacher ses réactions. Ma mère s'est entièrement tournée vers moi. Mon père a même ri une fois, un son court et incrédule comme si l'avocate avait fait une blague embarrassante. Daniel a finalement parlé, il doit y avoir une erreur. Il n'y en avait pas. L'avocate Warren a continué d'un ton calme. La fiducie générait des revenus locatifs. La propriété avait considérablement pris de la valeur. Il y avait suffisamment de valeur, si elle était mise à profit ou vendue sous l'autorité du fiduciaire, pour couvrir plusieurs problèmes financiers que ma famille avait apparemment supposé se résoudre d'eux-mêmes pour Noël. C'est alors que la température de la pièce a changé. Jusque-là, je n'avais fait que soupçonner ma famille de vouloir quelque chose. À ce moment-là, j'ai compris exactement à quel point. La société de location événementielle de mon père avait trop grossi pendant l'été et avait contracté des dettes. La boutique de vêtements pour enfants personnalisée de Nicole et Daniel était en retard sur un prêt commercial. Mon oncle Glenn avait emprunté sur du matériel qu'il ne possédait plus entièrement. Ils ne m'appelaient pas sans arrêt parce qu'ils se sentaient mal. Ils appelaient parce qu'ils s'attendaient à ce que la propriété de grand-père les sauve. Et la seule personne se tenant entre eux et ce sauvetage était la fille qu'ils avaient transformée en bouc émissaire devant la dinde. Puis vint la partie qui expliquait tout. L'avocate Warren a glissé une enveloppe scellée sur la table.
Walter a laissé une lettre à Avery à lire en privé d'abord, dit-elle, mais il m'a autorisé à résumer la norme juridique. La fiducie me donnait entière discrétion quant à savoir si un descendant recevrait une aide du compte de réserve ou des revenus du bâtiment. Il n'y avait aucune distribution automatique. Aucune. Mon grand-père avait écrit qu'il voulait que la propriété soit gérée par le seul membre de cette famille qui n'a jamais confondu cruauté et honnêteté. Daniel a cessé de ricaner. Nicole est devenue pâle. Ma mère a commencé à pleurer presque instantanément, ce qui m'aurait ému si je ne l'avais pas vu utiliser ses larmes comme une arme toute ma vie. Mon père s'est penché en avant et a dit la chose la plus révélatrice qu'il aurait pu dire, « Avery, ma chérie, évidemment, nous devons tous en parler en famille. » En famille. Cette phrase encore. Famille quand ils voulaient un accès, sensible quand j'objectais, dramatique quand je souffrais, famille quand ils avaient besoin d'une signature. J'ai emporté la lettre chez moi avant de l'ouvrir. Je voulais de l'intimité pour tout ce que mon grand-père avait choisi de me dire. J'ai préparé du thé, me suis assise à la petite table près de ma fenêtre et j'ai déplié 3 pages écrites de sa grosse écriture penchée. Il a écrit qu'il avait vu plus que je ne le pensais. Il a écrit que chaque famille a une personne qui doit absorber les dommages pour que tout le monde puisse se sentir décent. Et il était désolé de ne pas m'avoir mieux protégé de son vivant. Il a écrit que le fait d'être sous-estimé m'avait aiguisé, mais que cela m'avait aussi coûté la paix, et il espérait que ce cadeau me rendrait un peu de cette paix. Puis vint la phrase qui m'a anéanti, « Tu n'es pas obligé de sauver des gens qui n'auraient pas sauvé ta dignité. » J'ai pleuré alors, amèrement, non pas à cause de l'argent ou du bâtiment ou même de la fiducie. Mais parce que quelqu'un avait enfin nommé ce qui m'était arrivé sans le minimiser. Le lendemain matin, les appels manqués ont commencé pour de bon. Papa, ma chérie. S'il te plaît, décroche. Je ne voulais rien dire de tout ça. Nous avons tous dépassé les bornes. Maman pleurant si fort que ses mots se brouillaient, je plaisantais juste. Nous serons toujours une famille. Nicole, Avery, ce n'est plus drôle. Nous devons parler. Daniel, qui ne m'avait jamais appelé directement de sa vie, peux-tu au moins nous écouter? À la fin de la journée, j'avais 86 appels manqués, 14 messages vocaux et suffisamment de SMS pour prouver que mon grand-père avait eu raison. Leur respect est arrivé joint à un rapport d'actifs. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Nicole fut la première à réaliser que les excuses par message vocal ne fonctionnaient pas. Elle a envoyé 3 mots par SMS un jeudi matin, « S'il te plaît, rencontre-moi. » Pas maman veut. Pas papa dit. Juste s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un restaurant entre nos quartiers. Un endroit suffisamment neutre pour que personne ne puisse mettre en scène la scène. Elle avait l'air terrible en entrant. Pas terrible comme dans un film, mais vraiment terrible, du correcteur sur des yeux gonflés, les cheveux faits trop vite, les épaules tendues comme si elle avait passé des jours à se préparer à l'impact. Pendant 1 minute, la voir comme ça m'a presque fait oublier Thanksgiving. Puis je me suis souvenu du son de son rire. Nous avons commandé du café. Nous l'avons à peine touché. Nicole a fixé la table et a commencé par la phrase à laquelle je m'attendais, « Je suis désolé. » Je n'ai rien dit, alors elle a continué. « Non, je le pense. Je suis vraiment désolé. » Toujours rien. Finalement, elle a levé les yeux. Maman est en train de s'effondrer. Cela m'a presque fait me lever et partir. Nicole, dis-je calmement, si cette conversation porte sur la gestion des émotions de maman, j'ai fini. Elle a tressailli. Puis, à ma surprise, elle a hoché la tête. D'accord, c'est juste. Elle a pris une inspiration. Ce qui est sorti au cours des 20 minutes suivantes était plus laid que je ne l'avais imaginé, et en quelque sorte moins surprenant. Mes parents savaient depuis des mois que le bâtiment de grand-père pourrait être la seule chose qui se tiendrait entre eux et de graves retombées financières. Mon père avait supposé qu'il hériterait automatiquement du contrôle. Daniel avait poussé la blague à Thanksgiving parce qu'il était en colère et effrayé et voulait que quelqu'un de moins élevé dans la hiérarchie familiale absorbe l'attention. Ma mère, selon Nicole, avait bu avant le dîner et avait décidé que m'humilier allégerait l'ambiance. Nicole a admis qu'elle avait ri parce que quand notre mère s'en prenait à quelqu'un d'autre, l'endroit le plus sûr où se tenir était à ses côtés. Puis vint la partie qui fit enfin paraître Nicole honnête au lieu de stratégique. Maman m'a dit de venir ici, dit-elle, tordant sa serviette jusqu'à ce qu'elle soit presque déchirée. Elle a dit, si je ne réglais pas ça avec toi,
je ne devrais pas m'attendre à de l'aide de leur part quand la boutique fermerait. Voilà. Tout le système en une phrase. La loyauté achetée par la peur. L'affection rationnée en fonction de l'utilité. Même maintenant, même avec tout le monde paniqué, ma mère transformait toujours ses filles en monnaie d'échange. J'ai posé une question à Nicole. Si grand-père ne m'avait pas nommé fiduciaire, est-ce que l'un de vous s'excuserait en ce moment? Son silence a répondu avant elle. Puis elle a murmuré, pas comme ça. C'est. Et là m'a fait plus mal que les rires. Non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que l'entendre à voix haute rendait le déni impossible. Nicole s'est mise à pleurer. Pas théâtralement, pas en colère, juste ce genre de pleurs fatigués et honteux que les gens ont quand ils ne peuvent plus protéger la version d'eux-mêmes qu'ils ont fait semblant d'être. Elle m'a dit que Daniel avait déjà commencé à la blâmer de ne pas avoir maintenu la paix à Thanksgiving. Elle m'a dit que papa était furieux contre grand-père d'avoir réécrit l'ordre familial depuis la tombe. Elle m'a dit que maman m'avait traité d'ingrate une minute et de notre seul espoir la minute suivante. Elle a dit que des proches avaient commencé à lire mon essai parce que oui, quelqu'un avait reconnu la famille dedans même sans nom. Et maintenant des cousins et des tantes envoyaient des SMS avec des questions auxquelles personne dans la maison ne voulait répondre. Ce détail m'a frappé plus fort que prévu. Je n'avais pas posté l'essai par vengeance. Je l'avais posté parce que j'avais besoin d'un endroit véridique où déposer la douleur. Mais la vérité a tendance à sonner de manière spécifique pour les personnes coupables. « Essaies-tu de nous punir ?» a finalement demandé Nicole. Je l'ai regardé longuement. « Non, dis-je, j'essaie d'arrêter de me porter volontaire pour la punition. » Nous sommes restés en silence après cela. Pour une fois, il n'y avait plus rien de performatif à dire. Quand l'addition est arrivée, Nicole a tendu la main automatiquement. J'ai payé avant elle. Non pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce que j'étais fatigué d'être traité comme la sœur qui avait toujours besoin de quelque chose. À la porte, elle a touché ma manche et a dit « Je ne sais pas comment réparer ça. » Je la croyais. On ne répare pas des années en un seul café, dis-je. Tu dis la vérité, puis tu vis différemment. Ce week-end-là, les requêtes familiales devinrent plus désespérées, plus directes, et moins déguisées. Mon père envoya des feuilles de calcul. Ma mère envoya des versets bibliques. Daniel envoya un message expliquant le flux de trésorerie de l'entreprise comme si j'étais un investisseur qu'il pouvait charmer. Oncle Glenn appela 2 fois et laissa un message vocal furieux m'accusant de laisser le pouvoir me monter à la tête, ce qui était une chose remarquable à dire à quelqu'un que l'on suppliait aussi d'aider. Je les ignorais tous et passai le dimanche matin à examiner les documents de fiducie avec l'avocate Warren. Je demandai quelles étaient mes responsabilités légales. Elle les expliqua soigneusement. J'étais tenu d'agir dans le meilleur intérêt de la fiducie, et non dans l'intérêt émotionnel d'adultes qui avaient confondu l'accès avec le droit. Mon grand-père l'avait structuré ainsi intentionnellement. En rentrant chez moi, j'ai acheté un petit sapin de Noël artificiel pour mon appartement. Il tenait sur une caisse de lait près de la fenêtre. J'ai enfilé des lumières blanches chaudes dessus et me suis assise sur le sol une fois terminé, le regardant dans l'obscurité. Pas de grand centre de table, pas de spectacle, juste du calme. Et pour la première fois depuis des années, le calme me semblait plus festif que la famille. 3 jours avant Noël, ma mère a envoyé un message si différent de ses précédents que j'ai su que quelqu'un l'avait aidé à l'écrire, nous apprécierions une conversation. Sans pression, juste pour t'écouter. Ce sans pression a fait plus de travail que le reste de la phrase. J'ai failli le supprimer. Au lieu de cela, j'ai répondu avec un lieu et une heure, leur maison, en journée, 1 heure, pas d'alcool, pas d'invité surprise, et l'avocate Warren en copie de toute discussion sur la fiducie. Ensuite, mon père a répondu par un pouce levé comme si nous finalisions une réservation de déjeuner au lieu de démanteler un mythe familial. J'y suis allé parce que je voulais une chose qu'il ne m'avait jamais librement donnée, une pièce où la vérité devait rester en suspens après avoir été prononcée. Quand je suis entré, personne ne tenait un verre. Bien. Mon frère Luc était là, silencieux et pâle. Nicole était là sans Daniel. Mon oncle n'était pas invité, ce qui me disait que même mes parents avaient des limites quand le désespoir devenait sérieux. Ma mère s'est levée trop vite et a immédiatement commencé à pleurer. « Je suis désolée » a-t-elle dit avant même que j'ai enlevé mon manteau. « Je suis tellement désolée. Je n'ai pas dit que c'était d'accord. » Je me suis assise. Pendant les 15 premières minutes,
Ils ont fait ce que les familles comme la mienne font toujours quand elles sont finalement acculées par les conséquences. Ils se sont excusés dans un langage vague et général qui faisait que la douleur ressemblait à la météo. Des erreurs ont été commises. Des sentiments ont été blessés. Les choses ont dégénéré. Mon père a dit, tu sais que nous t'aimons. Ma mère a dit, tu as toujours pris les choses plus au sérieux que nous ne le voulions. Nicole a dit, nous sommes tous stressés. Chaque phrase flottait autour du sujet sans le toucher, alors je l'ai forcé à atterrir. Non, dis-je. Dites ce qui s'est passé. Silence. J'ai regardé ma mère. Que as-tu dit à Thanksgiving? Son visage s'est froissé. Avery, dis-le. Elle m'a chuchoté le toast, presque mot pour mot, sauf que maintenant il sonnait les mêmes pour elle. J'ai regardé mon père. Que as-tu ajouté? Il a fixé le tapis, puis a marmonné, nous aurions dû nous arrêter à 2 enfants. Je me suis tourné vers Nicole. Qu'a dit Daniel? Elle a fermé les yeux. Qu'il était content que ses enfants ne tournent pas comme toi. Luc s'est mis à pleurer alors. De vraies larmes. Il a dit, j'aurais dû dire quelque chose. Ce fut la première phrase honnête que quelqu'un ait prononcée de tout l'après-midi. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle de la pièce en disant, nous n'avons jamais voulu que tu nous quittes pour un seul dîner. Et voilà, encore. La réduction, la révision, l'envie désespérée de faire passer des années de dommages pour un seul mauvais moment de fête. Il ne s'agit pas d'un seul dîner, dis-je. Il s'agit d'une vie entière à m'enseigner que ma valeur dans cette famille dépendait de ma capacité à tolérer le manque de respect. Thanksgiving était juste la première fois que j'ai cessé de coopérer. Personne n'a discuté parce qu'il n'y avait plus rien à discuter. Puis mon père a commis son erreur. Alors quoi maintenant, demanda-t-il. Vas-tu vraiment détruire la famille à cause de ce bâtiment? Je m'attendais à de la manipulation, mais la franchise me stupéfiait encore. Pas, sommes-nous irréparables? Pas, de quoi avez-vous besoin de nous? Le bâtiment. L'argent. Au moins, il m'a fait gagner du temps. J'ai tendu la main dans mon sac et j'ai sorti une copie de la lettre de mon grand-père, la section que j'avais choisi de partager. J'ai lu à voix haute la phrase qui comptait le plus, tu n'es pas tenu de sauver des personnes qui n'auraient pas sauvé ta dignité. Quand j'ai eu fini, personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père avait l'air de s'être fait gifler. Pour une fois, mon grand-père était dans la pièce, plus fort que tous. Je ne distribuerai pas les fonds de la fiducie à aucun d'entre vous, dis-je. Ni maintenant, ni peut-être jamais. Le bâtiment restera en fiducie. Les revenus seront gérés de manière responsable. Je déciderai plus tard si une partie ira à des travaux de préservation communautaire au nom de grand-père. Mais ils ne seront pas utilisés pour récompenser des personnes qui ont ri pendant que j'étais humilié. Ma mère commença à sangloter. Mon père se leva et fit les 100 pas. Nicole me fixa simplement comme si elle voyait une langue qu'elle avait déjà entendue mais jamais comprise. Puis ma mère prononça la phrase que Claire avait prédite que quelqu'un de ma famille utiliserait éventuellement. Si tu nous coupes les ponts comme ça, pleura-t-elle, je ne sais même plus quelle raison il me reste de fêter Noël. L'ancienne Avery aurait cédé. L'ancienne Avery se serait précipitée pour réconforter la personne qui l'avait blessée. Mais j'avais passé un mois à me reconstruire à partir de la vérité. Et la vérité est plus forte que la culpabilité une fois que vous l'avez suffisamment pratiquée. Alors peut-être que cette année est celle où tu apprendras la différence entre la célébration et la performance, dis-je. Ce fut le moment où la pièce changea. Non pas parce que j'ai gagné, non pas parce qu'ils étaient réparés, mais parce que pour la première fois, je ne négociais pas contre mon propre respect de moi-même. Je me suis levé, j'ai remis mon manteau et je leur ai donné les seules conditions que j'étais prête à offrir. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, cela n'aura rien à voir avec la fiducie. Cela commencera par la reddition de comptes. Pas de blagues sur mes finances, mon travail, mon appartement, ma vie. Pas de me prendre pour cible lors des rassemblements. Pas de me traiter de trop sensible quand j'objecte. Si l'un de ces faits se reproduit, je pars immédiatement. Pas de débat. Nicole a hoché la tête la première. Luc a hoché la tête ensuite. Mon père n'a rien dit. Ma mère a murmuré, s'il te plaît, ne pars pas. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu non seulement ma mère,
mais une femme qui avait passé des années à confondre la domination avec la proximité et qui était maintenant choquée qu'un de ses enfants soit sorti du système. Je suis déjà parti de la version de cette famille qui avait besoin que je reste petite, dis-je. Ce qui se passe ensuite dépend de vous tous. Puis je suis parti. La veille de Noël, je suis resté à la maison. Cette phrase m'aurait semblé tragique un an plus tôt. Elle sonnait paisible maintenant. J'ai préparé du ziti cuit au four d'après une recette que Claire m'avait envoyée par SMS. J'ai brûlé la première fournée de pain à l'ail parce que je me suis distraite à répondre aux commentaires sous mon dernier essai et je me suis assise en tailleur sur mon canapé, portant de grosses chaussettes pendant que mon petit sapin clignotait dans le coin. Dehors, quelqu'un dans l'immeuble d'en face avait des lumières bleues autour de son balcon. Un couple sur le trottoir se disputait doucement pour savoir quelle tarte monter. Quelque part dans le couloir, un enfant riait. Ce n'était pas un Noël parfait. C'était un Noël tranquille. Et le calme, j'avais appris, n'était pas la même chose que la solitude. Mon téléphone a vibré quelques fois ce soir-là. J'ai laissé la plupart des messages s'accumuler. Un message venait de Luc, une photo de lui et Nicole mangeant des biscuits achetés en magasin sur leur îlot de cuisine parce que, selon sa légende, maman a annulé le dîner et papa fait semblant de regarder le football, mais en fait, il fixe le plafond. Un autre venait de Claire, fière de toi. Garde-moi des restes. L'avocate Warren a envoyé une brève note confirmant que les documents de la fiducie avaient été déposés exactement comme demandé et qu'aucune demande d'accès d'urgence ne contournerait mon autorité, propre, professionnelle, finale. Puis, juste après 20 heures, ma mère a envoyé le message qu'elle aurait, je pense, dû envoyer en premier. Pas s'il te plaît, réponds, pas nous sommes une famille, pas c'était une blague, juste ceci, je comprends enfin que je t'ai élevé à accepter moins de gentillesse que tu ne le méritais. J'en ai honte. Je n'attends pas que ce soir répare quoi que ce soit. Je l'ai fixé longtemps. Quelques minutes plus tard, mon père en a envoyé un aussi. Il n'a pas demandé d'argent. Il ne s'est pas défendu. Il a écrit, ton grand-père avait raison sur une chose. Nous avons confondu être dur avec toi et être honnête. Je ne sais pas quand c'est devenu normal, mais ça l'est devenu. Je suis désolé. Ces messages étaient-ils suffisants? Non. Pas pour ce qu'ils avaient fait. Pas pour les années derrière cela. Mais ils étaient plus véridiques que tout ce qu'ils avaient dit au cours du mois frénétique précédent. Peut-être que le désespoir avait enfin brûlé la performance. Peut-être que les conséquences avaient fait ce que les supplications n'avaient jamais pu faire. Ou peut-être que ce n'était que la première fissure dans un mur qui aurait dû céder il y a des années. Je ne l'ai pas romancé. Je ne l'ai pas appelé guérison. Je l'ai appelé un début. Et même cela semblait généreux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et écrit un dernier essai avant minuit. Non pas par vengeance, non pas pour exposer qui que ce soit, mais pour marquer l'instant. J'ai écrit que le pardon et la réunion ne sont pas des synonymes. J'ai écrit que certains d'entre nous apprennent à penser que l'amour signifie endurer l'humiliation avec de bonnes manières, et que désapprendre cela peut ressembler à un deuil parce que vous ne perdez pas seulement des personnes. Vous perdez le fantasme qu'elles allaient un jour devenir sans conséquence. J'ai écrit que les limites ne sont pas de la cruauté. Le silence n'est pas de la mesquinerie. La distance n'est pas une trahison quand la distance est le premier endroit où votre système nerveux a appris à se détendre. Puis j'ai écrit la phrase la plus vraie que j'ai trouvée de toute l'année, la famille n'est pas définie par qui partage votre table. La famille est définie par qui n'utiliserait jamais votre douleur comme pièce maîtresse. Avant de le poster, j'ai ajouté un paragraphe de plus sur mon grand-père. J'ai écrit qu'il m'avait laissé plus qu'un bâtiment. Il m'avait laissé une preuve. Preuve que quelqu'un m'avait vu avec précision. Preuve qu'être sous-estimé par les mauvaises personnes ne me rendait pas sans valeur. Preuve que la compassion sans limite se transforme en permission de mauvais traitements. En janvier, j'ai décidé qu'une partie des revenus de la fiducie financerait une petite subvention publique de préservation en son nom pour les apprentis locaux apprenant le travail d'archivage et de restauration. Quelque chose d'utile, quelque chose de durable, quelque chose construit avec soin au lieu de culpabilité. Vers 22h30, Nicole a appelé. J'ai presque laissé sonner. Au lieu de cela, j'ai répondu. Cette fois-ci, elle n'a pas paniqué. Elle a juste dit, je voulais entendre ta voix et m'assurer que tu allais bien. Je vais bien, ai-je dit. Elle est restée silencieuse, puis a admis que le dîner de Noël s'était effondré avant même de commencer.
Papa et Daniel s'étaient disputés. Maman avait pleuré dans le garde-manger. Oncle Glenn avait appelé pour se plaindre que personne ne lui parlait après que des proches aient fait le lien avec mon essai. Nicole a dit, presque en riant de l'absurdité de la situation, tout semble différent maintenant. C'est différent maintenant, lui ai-je dit. Elle a demandé si je les haïssais. J'ai réfléchi sérieusement avant de répondre. Non, dis-je, mais j'en ai fini de protéger tout le monde des conséquences de la façon dont ils m'ont traité. Elle a pleuré un peu plus doucement cette fois. Puis elle a dit qu'elle comprenait, et pour la première fois de ma vie, je crois qu'elle disait peut-être vraiment la vérité. Quand nous avons raccroché, j'ai regardé autour de mon appartement. La bibliothèque d'occasion, la tasse ébréchée près de l'évier, la pile de notes de préparation aux examens pour la promotion que je comptais obtenir, le petit arbre illuminé près de la fenêtre. Rien dans la pièce n'avait l'air impressionnant. Ma famille continuerait de le qualifier de petit, temporaire, pas assez, mais c'était à moi. Et dans ce tout petit espace, je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti à aucune table de fête dans cette grande et bruyante maison, la dignité. Ce fut la vraie fin. Pas la fiducie, pas les appels manqués, pas la panique dans leur voix quand ils ont réalisé que je n'étais plus joignable à l'ancienne. La vraie fin était que j'ai enfin compris quelque chose que les gens comme ma mère comptent sur vous pour ne jamais apprendre, que votre paix a plus de valeur que votre rôle dans la version cruelle de l'harmonie familiale de quelqu'un d'autre. Alors oui, un mois après que ma mère se soit moquée de moi à Thanksgiving, ils m'ont supplié de répondre. Mais la question qui importait n'était pas de savoir si je décrochais le téléphone, c'était de savoir si je reprendrais l'ancienne version de moi-même. Celle qui s'excusait d'être blessée, qui restait assise malgré l'humiliation, qui continuait de confondre l'accès avec l'amour. Et la réponse fut enfin non. Je peux pardonner sans financer le dysfonctionnement. Je peux me soucier sans retourner dans la même cage. Je peux aimer les gens et refuser quand même la version de l'amour qui me demande de rapetisser pour que tout le monde puisse se sentir grand. Ce Noël-là, je n'ai pas eu de miracle. J'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu de la clarté. J'ai eu des limites. J'ai eu un avenir qui ne dépendait plus d'être choisi par des gens qui ne remarquaient ma valeur que quand cela leur coûtait de l'ignorer. Et je veux vous laisser avec ceci, si les personnes les plus proches de vous ne semblent à l'aise que lorsque vous êtes silencieuse, honteuse, ou facile à ridiculiser, alors partir n'est pas la chose la plus cruelle de la pièce. Parfois, c'est la première chose honnête. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous répondu au téléphone ou auriez-vous aussi protégé votre paix? De mon point de vue, cette histoire n'est pas vraiment une histoire de vengeance au sens habituel. Il s'agit d'une femme qui réalise enfin que protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ce qui rend cette histoire puissante, c'est qu'Avril n'a pas crié, supplié, ou essayé de prouver sa valeur. Elle a simplement cessé de permettre aux gens de traiter sa douleur comme un divertissement. Cette force tranquille a rendu le résultat encore plus satisfaisant. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas la colère, mais la clarté et les limites. Et vous? Si vous étiez à la place d'Avril, répondriez-vous au téléphone et donneriez-vous une autre chance à votre famille, ou choisiriez-vous de protéger votre paix?